Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais réagir à Terry Smith qui a donné son avis il n'y a pas longtemps sur l'investissement passif en ETF. Donc je vous dirai en fin de vidéo ce que j'en pense. Et pour ceux qui ne connaissent pas Terry Smith, c'est un très bon investisseur qui fait partie des investisseurs dont je m'inspire et dont vous pouvez retrouver le portefeuille sur la page Super Investors sur Graham. Donc vous avez le lien en description comme d'habitude. Et donc on va écouter un petit passage de cette vidéo que je vais commenter et c'est parti. Something else which has affected performance in the last 2 or 3 years, and I think will continue to do so for as long as this trend persists, is the rise of so-called passives. The rise of index funds, ETFs. Not all ETFs are passives, by the way. Some of them are active, but the big ones are. The ones that people think about mostly are actually index funds. And you can see that. Donc là, il explique qu'une partie de sa sous-performance de ces dernières années est due à la montée en popularité de l'investissement passif, et que souvent on utilise les termes ETF et fonds indiciels ou index funds de manière interchangeable, même si en réalité les ETF ne sont pas forcément des fonds indiciels, mais la plupart le sont. Donc là il parle bien du cas des fonds indiciels, c'est-à-dire l'investissement un peu automatique tous les mois dans un ETF du S&P 500 ou dans un ETF World. During 2023, we reached the point where more than 50% of the assets under management worldwide were in so-called passive funds. And this is a very big distortion to performance. Et donc, depuis 2023, pour la première fois dans l'histoire, plus de 50% de l'argent investi en bourse aujourd'hui l'est dans des produits passifs, et donc il dit que ça distord les performances. John Bogle is the godfather of index investing, the man who founded Vanguard, and I think a great hero in terms of the approach that he took to investing, even though it's obviously, in many respects, the diametric opposite of what we do. That doesn't mean that it was wrong or bad in any way, quite the contrary. Bogle was interviewed at the 2017 Berkshire Hathaway annual meeting, Warren Buffett's annual meeting, and he was asked very specifically if there was a level of index funds as a percentage of assets under management that would distort markets. And he said, yeah, clearly there is. Now, he couldn't give you any precise number on a level, but he said, look, there must be something, because he said at some point, when certain proportion of the assets in the market are in index funds, they are invested without any consideration as to the quality of the companies. They just own the index. They're invested without any consideration as to valuation. Doesn't matter how highly valued Tesla gets. If it's in the index, you own it. That's it. And he said, of course, this will lead to distortions. And of course, what we're now seeing is that he was absolutely right. Donc John Bogle, c'est celui qui a inventé les index funds, donc les fonds indiciels. Et en 2017, il était invité à la conférence annuelle de Berkshire Hathaway. Et on lui a demandé est-ce qu'il y aurait un certain niveau de proportion d'argent investi via des fonds indiciels qui pourraient créer des distorsions dans le marché. Il a répondu que oui, c'était le cas. Et la raison, c'est simplement que le fonds indiciel, il prend jamais en considération, en fait il prend uniquement en considération la capitalisation boursière. En fait il investit plus dans les boîtes qui pèsent plus lourd dans l'indice, puisque le S&P 500 par exemple est pondéré par la capitalisation boursière. Donc si c'est Apple qui pèse le plus lourd, et quelqu'un qui investit dans un ETF S&P 500, il investira principalement dans Apple. Et donc ces fonds indiciels, ils prennent pas du tout en compte la qualité ni le niveau de valorisation des entreprises dans lesquelles il investit. Well, this will lead to distortions. And of course, what we're now seeing is that he was absolutely right. As I said, labels are unhelpful. Index investing is not a passive strategy. It's only passive in the sense that there's no fund manager. There's no Terry and Julian trying to make decisions involved in the process. There's just a computer that's sitting there matching the index. But it's actually a momentum-based strategy. The money that goes into index funds is allocated for most index funds in relation to the market weighting of the shares, their value in the market, which means that the ones which are biggest get most of the inflows. And guess what that does to their share prices over time? Et donc au final, en réalité, l'investissement dans des fonds indiciels, il est passif uniquement parce qu'il n'y a pas un gérant qui choisit les actions, mais d'un autre côté, ça revient à avoir une stratégie momentum, donc dans le sens où plus la valeur d'une entreprise augmente, plus sa place dans l'indice va augmenter, et plus sa place dans l'indice augmente, plus les fonds indiciels vont investir dans cette entreprise-là, et donc ça fait un effet de ce qui monte encore plus, et intuitivement, on se rend compte qu'à un moment donné, ça peut poser des problèmes de valorisation qui sont déconnectés des fondamentaux. What really exacerbates this, and this Bogle wasn't asked about this in 2017, so he didn't even think about framing the question. It's not just the percentage of assets which are in passive or index funds versus active funds. That's a distortion, and he rightly said it would be. It's the flow between the two, which we're now in, which is really distorting. When you take money from us,
who don't own any NVIDIA, and you put it into the index, where NVIDIA is the largest or one of the largest stocks, guess what happens to the NVIDIA share price? It goes up. So the flow between active and passive, or active and index, is in fact one of the big distortions. So that's what we've been battling against for the last year or two. Et ce qui amplifie encore plus le phénomène, c'est qu'il y a de l'argent qui va de l'investissement actif à l'investissement passif. Donc par exemple, des gens qui avaient leur argent dans, par exemple, le fonds de Terry Smith, qui ensuite vont investir sur des ETF. Et donc tu as par exemple de l'argent qui passe d'un fonds où il n'y avait ni Apple, ni Microsoft, ni Nvidia, à un ETF dans lequel il y a principalement du Apple, du Microsoft et du Nvidia. And we might continue battle against it for some time to come. I've got no crystal ball as to when this reverses. People often say, in the circumstances that we're living through right now, is this the end of active investing? We'd like to draw your attention to a law. It's a real law, we didn't invent it. It's called Betteridge's Law. Donc la question c'est, est-ce que c'est la fin de l'investissement actif? Et pour répondre à cette question, il nous parle de la loi des titres selon Betteridge, qui nous dit que toute headline, donc tout titre, par exemple dans les news, qui se termine par un point d'interrogation, peut être répondu par le mot non. Why do I mention Betteridge's Law? Because Portfolio Advisor on the 6th of January said, is the game up for active management? No, it's not up for active management. We're going through a rather difficult time. The difficult time has very specific reasons behind it. It may persist, actually. But the dream of any active manager who's worth their salt is to be the last active manager left. Right? When all of the other money is invested without any consideration whatsoever as to quality of the underlying company and business or any consideration of the valuation, that's when actually you're in a great position. The only trouble is, it's very painful when you're on the way there. And of course, you've got to survive to be there to do it. Donc selon lui, c'est pas terminé pour l'investissement actif, dans le sens où plus il y a d'argent qui est investi dans ces fonds indiciels, plus il y a d'argent qui est investi sans considération de la qualité et de la valorisation des entreprises, et donc ça crée des inefficiences, mais ça peut faire passer par des phases de sous-performance plus difficiles, comme pour lui et son fonds depuis 2 ou 3 ans. Et donc le but, comme d'habitude, c'est d'être patient et de survivre pendant ces périodes-là, pour au final pouvoir profiter justement de ces inefficiences en tant qu'investisseur actif. And surviving in this business can be a bit tricky. I mean, there are lots of historic examples of people who were wrong for quite a while, right in the end, and didn't manage to survive. An old colleague of mine from my UBS Phillips and Drew days, Tony Dye, the press love these catchy phrases, don't they? Dr. Doom, as he was known, who was a big bear on the dot-com boom, and of course managed to get fired from Phillips and Drew Asset Management, and of course it almost marked the day of the collapse of the dot-com boom when he did that, and that's absolutely typical of the industry work. So our aim, amongst other things here, is to survive and prosper in this environment long enough to reap the benefits of being able to deal with this flood of money into so-called passives, which is distorting the market. Voilà, donc il termine là-dessus en disant que ça peut être difficile de survivre, en parlant d'un de ses anciens collègues qui en 99 était donc plutôt pessimiste, donc il se disait qu'il y avait une bulle et que donc ça pouvait pas continuer comme ça. Et donc comme il était pessimiste à un moment donné où tout le monde était euphorique et tout explosait, il s'est fait virer du fonds dans lequel il travaillait au début de l'année 2000, et donc quasiment pile au sommet de la bulle, et juste avant le crack. Donc ce que j'en pense, comme on vient de le voir, la montée en popularité de l'investissement passif, ça fait qu'il y a de moins en moins de gens qui font attention à la qualité de ce qu'ils achètent et au prix de ce qu'ils achètent. Donc ça rend le marché encore moins efficient puisque ça crée des erreurs de prix qui sont plus fréquentes. Et la gestion passive, tant qu'elle était minoritaire, elle n'avait pas trop d'impact sur les marchés. Mais au-delà d'un certain seuil qu'on a peut-être passé aujourd'hui, je pense qu'on l'a passé, ça fait qu'il n'y a plus assez d'investisseurs actifs pour corriger ces erreurs de prix. Et donc il y a une proportion des investisseurs de plus en plus faible qui font le travail d'analyse fondamentale. Et donc ça fait aussi moins de concurrence pour les bons investisseurs actifs qui font justement cette analyse fondamentale. C'est comme si tu étais dans un supermarché qui proposait un panier de produits tout prêts, avec donc la plupart des gens qui se contentent de prendre ce panier sans réfléchir. Mais si toi, tu vas regarder les étiquettes, tu regardes la provenance, tu regardes le rapport qualité-prix, tu regardes le prix au kilo, tu vas pouvoir te faire un panier moins cher et avec des ingrédients de meilleure qualité. Donc au final, tu vas mieux manger pour moins cher. Et donc c'est la même chose qu'on peut faire en choisissant ses propres actions et le prix auquel on achète ses actions. Donc au final, je pense pas du tout que la gestion passive soit mauvaise et je pense qu'elle convient très bien à un certain type de personnes. Mais c'est que plus elle prend de place, plus elle crée des opportunités pour ceux qui continuent de réfléchir et d'investir activement. Et donc c'est ce que je vais continuer à faire. Et pour terminer cette vidéo, si justement vous voulez récupérer ma checklist avec la liste de tous les critères que j'utilise pour sélectionner les actions dans lesquelles j'investis, vous avez le lien en description ou qui s'affiche sur le bouton en plein milieu de l'écran. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!